rien pour connaître l'avenir n'est plus important que de connaître le passé. Donc je vais rappeler trois grands moments qui ont marqué l'histoire de ce secteur de l'économie sociale et solidaire en France. Secteur quand même qui, ne l'oublions pas, représente un acteur économique et social déterminant. Si on prend des critères économiques, c'est 11% du PIB et 11% des salariés en France, donc c'est quand même pas négligeable. Si on prend l'approche sociale, elle est encore vraisemblablement bien plus importante, mais comme tout ce qui touche au social, très difficile à évaluer. Nous sommes quelques-uns à travailler depuis une trentaine d'années sur le concept d'utilité sociale et d'essayer de voir comment on pourrait en tirer des repères économétriques, mais bon, c'est impossible. Et donc c'est un secteur qui en plus historiquement a marqué l'ensemble du développement français et qui en a fait d'ailleurs à travers le monde un espèce de modèle. Quand on va à l'étranger, on voit bien qu'il y a de la part de nos correspondants l'intégration dans leur conscience du modèle français. Alors, l'économie sociale, dans un premier temps, c'est trois structures, trois familles qui évoluent et qui sont liées à des démarches venant du terrain et qui sont liées à la période historique qui était celle du 19e et du début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'on voit apparaître à ce moment-là trois familles très distinctes qui ont toutes les trois des objectifs bien différents. Les mutuelles naissent parce qu'il y a un besoin en France, avant que la protection sociale obligatoire n'existe, de protéger les gens contre tous les dangers de la vie. Donc c'est l'émergence comme ça des mutuelles dès le début du 19e siècle. Les coopératives, elles représentent une autre forme d'auto-organisation de la société, mais cette fois-ci non pas dans le domaine de l'entraide et de la solidarité, mais dans le domaine de la production. Ce sont des salariés qui veulent devenir propriétaires de leur outil de travail et qui donc créent leur coopérative. Et enfin, la loi de 1901 ouvrira bien sûr ce foisonnement absolument fantastique que sont les associations, dont certaines, pour aller jusqu'au bout de leur démarche, rentreront ou n'hésiteront pas à rentrer dans le champ économique, en particulier dans le secteur sanitaire et social et dans le champ du tourisme social. Donc on peut situer cette période-là de la fin du 19e siècle, où apparaissent les premières mutuelles, les premières coopératives et les associations à partir de la loi 1901, jusqu'en gros dans les années 70-80. Là, c'est le temps où ces trois familles marchent l'une à côté de l'autre, avec leur propre logique de développement et de réponse aux besoins de la société qui les a fait naître. À partir de 1970, la donne change un tout petit peu à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur parce que ces trois familles se rendent compte qu'elles partagent finalement les mêmes valeurs, le primat de l'homme sur la rentabilité, une gestion démocratique, le principe un homme, une voix, le fait qu'on travaille effectivement pour une solidarité active. Et on voit naître donc des rapprochements très forts entre ces trois familles, jusqu'à même des outils communs, le premier étant le CLAMCA, dans les années 70, le comité de liaison, c'était simplement donc un comité de liaison entre les associations, les coopératives et les mutuelles. On voit bien quand même le désir de travailler ensemble, parce que finalement, ensemble, on est plus fort. Et dans les années 80, ce mouvement, qui est un mouvement donc de rapprochement des différentes familles, est concrétisé conceptuellement par la création du terme d'économie sociale, qui est co-construit par les principaux animateurs de l'économie sociale, les principaux dirigeants et principaux responsables de la mutualité, de la coopération et des associations, relayé par un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, d'hommes politiques, qui finalement se disent qu'il faut donner un nom commun à l'ensemble de ces structures et de leurs démarches. Et c'est de là d'où vient le terme d'économie sociale,
qui rentre donc dans le vocabulaire institutionnel en 1981, tout de suite après la victoire de François Mitterrand, par la création par Pierre Mauroy d'une délégation à l'économie sociale, donc d'un outil administratif au service des trois familles, et également l'officialisation de la reconnaissance par les pouvoirs publics du secteur par l'intermédiaire d'un conseil consultatif de l'économie sociale. Le lien étroit entre pouvoir public et économie sociale va s'accentuer jusqu'à la création de mon secrétariat d'État en 1983. Comme Pascal l'a rappelé, c'est la première fois que dans l'histoire de la République, il y a un secrétariat d'État à l'économie sociale. J'ai la chance, pour ma part, dans la difficulté qui était la mienne, parce que prendre un secrétariat d'État qui n'a jamais existé, c'est pas de la tarte. Hein. Déjà, prendre un secrétariat d'État tout court, c'est pas facile, mais un secrétariat d'État qui n'a jamais existé et le bâtir de toutes pièces, c'est pas évident. Mais j'avais au moins l'immense avantage d'être directement rattaché au Premier ministre, ce qui permettait pour moi d'avoir une vision interministérielle extrêmement utile et d'avoir également des moyens financiers. Je vous ferai simplement remarquer l'intitulé de ce secrétariat d'État parce que c'est très intéressant pour la conception même de ce que l'on attend de l'économie sociale. Il s'appelait secrétariat d'État à l'économie sociale et au développement local. Parce que dans ces années-là, on commence à se rendre compte que l'emploi ne viendra plus des grandes cathédrales industrielles qui sont d'ailleurs toutes en train de subir de graves secousses. Hein. Je pense à la sidérurgie, au charbonnage, au chantier naval, à la crise de l'automobile, la première crise automobile dans les années 80, et que c'est par un maillage du territoire, par des entreprises de moindre dimension qu'on arrivera peut-être à reconstruire un tissu économique français. Donc, économie sociale et développement local, hein, les deux termes resteront d'ailleurs joints dans l'esprit des uns et des autres. Ce concept, toujours dans une espèce de co-construction pouvoir public, acteur de l'économie sociale, va évoluer dans les années 90 pour se transformer légèrement avec un changement dans le vocable, puisque de l'économie sociale, on passe à l'économie sociale et solidaire. Ce changement de vocable est plutôt voulu par les pouvoirs publics que par le secteur lui-même. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal finalement à être adopté par l'économie sociale traditionnelle, parce que c'est un concept qui, à différence de l'économie sociale traditionnelle et des trois familles traditionnelles, ne repose pas sur une définition juridique. Les trois familles de l'économie sociale, elles sont codifiées juridiquement. Donc, on est tranquille. Hein. Le code de la mutualité pour les mutuelles, 45. Le code de la coopération, 47. Et les associations, la loi de 1901. Bon, donc il y a des textes de loi, il y a des codes, paf, paf, hein, on est clair. Par contre, l'économie solidaire, c'est plus ou moins une volonté des pouvoirs publics de qualifier un mouvement qui se voulait caractériser l'émergence d'innovations sociales à travers le pays. Et comme on ne savait pas très bien comment les appeler, on a mis tout cela sous le concept d'économie solidaire sans que finalement il y ait véritablement une définition qui en soit donnée. Bien, on arrive donc au troisième temps, hein, donc l'économie sociale complètement indépendante, une espèce de co-construction économie sociale et solidaire avec les pouvoirs publics. Et on arrive au troisième temps, hein, que je situe donc avec la loi de juillet 2014, parce qu'on trouve plus exactement, enfin, une loi qui, cette fois-ci, fait rentrer dans la législation française le terme d'économie sociale et solidaire. C'est la loi du 31 juillet 2014, dite également loi Hamon, puisque portée par un ministre en exercice. Hein, Benoît Hamon était le premier ministre en exercice de plein droit, non pas un secrétaire d'État, mais un ministre. Hein, et il rédige la loi de 2014, qui codifie bien les relations entre les pouvoirs publics et l'économie sociale, qui est finalement une loi bilan, hein, de ce qui est en France et de la façon dont ce secteur et la machine administrative ou les pouvoirs publics ou les politiques publiques, comme vous voulez, peuvent s'entendre à des fins toujours les mêmes valeurs, hein, solidarité, cohésion,
lutte contre les exclusions, fraternité, lutte contre tout ce qui peut être les déviances, lutte contre tout ce qui peut être les publics en situation d'exclusion, en situation de rupture. Voilà, cette loi de 2014 est une loi fondamentale, hein, mais elle pose un problème parce qu'elle inclut une quatrième famille à côté des 3 familles précédentes qui, elles non plus, n'a pas de définition juridique. C'est la fameuse famille de l'entrepreneuriat social qui est donc ajoutée en 2014 dans la loi à côté de l'économie sociale traditionnelle, hein, dont je vous ai parlé, hein, ça commence à être assez long. Donc, Benoît Hamon, sous la pression d'un certain nombre de lobbies, on va dire comme ça, hein, ajoute l'entrepreneuriat social. Alors qu'il codifie d'ailleurs dans la loi, puisque sont reconnus comme entreprises à caractère social ou entreprises sociales, des entreprises qui ne sont pas liées par un statut juridique. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les sociétés de capitaux peuvent être des entreprises sociales, à la différence des 3 autres familles qui sont des entreprises de personnes, des sociétés de personnes. Vous voyez bien la différence, hein. Et donc qui ne reposent pas donc sur la même légitimité juridique que coopératives, mutuelles et associations, qui rejoint le champ de l'économie sociale par une éthique définie dans la loi. Il faut que ces entreprises, quel que soit leur statut juridique, SA, SARL, entreprise unipersonnelle, doivent répondre à un certain nombre de critères qu'on a d'ailleurs essayé de définir dans la loi et qui permet à ces entreprises d'obtenir un label qui s'appelle ESUS et qui doit être délivré par les préfets et qui doit justifier que ces entreprises portent un certain nombre de valeurs qui sont consubstantielles à l'économie sociale, en particulier des valeurs de solidarité, s'inscrire dans le développement durable, avoir un management participatif et surtout ne pas tomber dans le champ de la lucrativité totale. C'est-à-dire que, bon, sur ce biais-là, le texte est extrêmement flou, hein, on dit que on n'est pas clair, hein, on n'est pas clair. On dit qu'il ne faut pas que tout l'argent aille aux actionnaires et qu'une grande partie doit être réinjectée dans l'entreprise, mais c'est extrêmement confus. Donc nous en sommes là, à une période donc où vient d'être créée une délégation, un haut commissaire à l'économie sociale, ce qui a fait grincer beaucoup de dents dans le monde de l'économie sociale, qui attendait un ministère à temps plein, voire un secrétariat d'État. Le haut-commissaire, donc Christophe Ithier, est rattaché à Nicolas Hulot. Ça, c'est une très bonne chose à mes yeux, parce que je crois que par-delà la valeur de solidarité qui marque historiquement la démarche de l'économie sociale et celle du renforcement du lien social, vient s'ajouter désormais la nécessité de lutter contre toutes les formes d'atteinte à l'environnement. Je pense que vraiment c'est une question pour nous maintenant presque de vie ou de mort. Vous avez lu tous les textes qui sont sortis depuis environ un mois sur est-il encore temps d'arrêter la catastrophe humanitaire qui se précise à partir de 2050. Laurent Geoffrin, ce matin dans Libération, dit il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme, on peut encore, et puis il développe, si ça vous intéresse, 7 points d'accroche qui permettraient la réversibilité plus exactement de ce qui me paraît à moi un petit peu irréversible. Bon, bref, le débat est ouvert en tout cas et c'est bien qu'il soit sur la table à l'issue de la COP21, de la COP22, de la COP23 d'ailleurs qui a lieu à l'heure actuelle, mais pour moi il n'y a pas d'urgence plus importante que celle des menaces contre l'humanité tout entière. Bien sûr, il continue à y avoir une urgence sociale en France. Bien sûr qu'il faut que l'économie sociale continue à travailler sur cette urgence sociale en France. Dans un pays où 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bien sûr. Mais je crois que par-delà, il y a également la nécessité désormais d'entrer vraiment dans le champ du développement durable et de changer, d'essayer de changer le mode de développement qui est le nôtre.
autre qui nous conduit inévitablement à une faillite, à mes yeux, catastrophique. Enfin bon, il est possible que je sois un oiseau de mauvais augure, mais malheureusement, je me suis rarement trompé dans mes analyses politiques. Or, l'économie sociale porte quand même un projet de développement. Si on part du principe qu'un projet de développement s'articule autour de 3 verbes, produire, consommer et échanger, l'économie sociale, c'est quand même produire autrement, c'est consommer autrement et c'est échanger autrement. Donc on pourrait dire que le modèle de l'économie sociale pourrait être le modèle alternatif au mode de développement qui est le nôtre, qui est basé sur l'accumulation financière, le capitalisme financier, le gaspillage massif, la consommation à outrance. Si j'étais méchant, je pourrais même dire l'infantilisation des consommateurs et des citoyens, mais je m'arrête là parce que je serais vraiment, à vos yeux, un Cassandre. Dernier point, et je conclus parce que Pascal m'y a invité. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à l'heure actuelle, le modèle français, il est très regardé. Et moi, j'ai pris la responsabilité de créer 2 masters d'économie sociale, au Maroc et en Tunisie. Et je peux vous assurer que ces pays en émergence, eux, ils ont décidé de parier sur l'économie sociale. Parce que pour eux, ça leur permet à la fois de s'inscrire dans une démarche de développement durable, dans des pays qui sont quand même très très menacés par l'exagération de l'ensemble des pollutions, et également de s'inscrire dans un développement qui se ferait dans la solidarité, étant confronté à une pauvreté de masse que malheureusement ils doivent résoudre. Donc Maroc et Tunisie sont en train de préparer des véritables plans de développement pour l'économie sociale et solidaire. Ce qui m'amuse un petit peu d'ailleurs moi, parce que lorsque j'arrive de France et qu'on me demande où en est le plan de développement de l'économie sociale en France, qui est notre modèle, monsieur, je leur dis pour le moment il n'y en a pas. Et je suis bien obligé de leur dire que pour le moment il n'y en a pas. Et je ne sais pas où on va. Et par-delà le Maghreb, puisque l'Algérie est en train également de travailler, à ma grande surprise, d'ailleurs je l'ai découvert il y a 3 semaines, sur un plan de développement de l'économie sociale. C'est toute l'Afrique subsaharienne, que Philippe connaît bien, dont il nous parlera peut-être, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina, le Congo, le Sénégal, qui sont en train de développer tout un processus de développement sur l'économie sociale et solidaire. Et puis il y a un continent surtout dans lequel le modèle de développement c'est l'ESS, c'est l'Amérique du Sud. Mais alors là qui est poussé au sommet, puisque c'est le modèle de développement de pays comme l'Équateur, le Pérou, et la Bolivie, puisque c'est même inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire que ces pays sont allés jusqu'à définir l'économie sociale et solidaire, ou ce qu'ils appellent l'économie de partage ou l'économie villageoise, ça dépend, on peut trouver les différents termes, dans leur constitution pour bien montrer qu'il ne peut pas y avoir un autre modèle, sous-entendu que le modèle capitalistique leur a fait trop mal, en particulier aux pays andins. C'est moins développé en Argentine et au Brésil, mais c'est très fort au Chili, et c'est très fort en particulier dans les États andins, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Équateur, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, mettons-la à côté, elle est à côté de la plaque, et remonte jusqu'au Venezuela. Voilà, écoutez, j'espère que je n'ai pas trop dépassé ma conférence introductive. Je suis allé à la SERP, donc ne m'en veuillez pas, c'est vraiment du condensé du Reader's Digest. Je ne pouvais pas faire autrement, le maître m'avait donné un quart d'heure, donc j'ai respecté.